Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par vous remercier à la fois de l'invitation, de l'organisation de ce meeting pour tous les militants qui y ont contribué. Et puis moi je suis voilà, très contente d'être ici ce soir également, à plusieurs titres. D'abord parce que je suis là en voisine, puisque je suis Corinne Morel-Darleux, donc conseillère régionale Rhône-Alpes. J'habite moi dans la Drôme, dans une petite ville qui s'appelle Die. Alors pour situer et faire le lien avec ce que disait Julien, la Clairette, exactement. C'est ça qui vous fait rire? Bon, alors j'ai pas besoin de situer, mais je voulais quand même faire la petite transition parce qu'il se trouve que Die est en fait juste de l'autre côté du Vercors par rapport à Grenoble. Voilà, il n'y a qu'un col à traverser et donc j'ai suivi aussi de près la campagne qui a été menée par nos camarades d'Europe Écologie Les Verts et du parti de gauche là-bas, et puis maintenant la manière dont cette ville est gérée de nouvelles manières, et c'est vrai que ça fait partie des choses qui donnent espoir. Je dois dire que de vous voir ici ce soir et d'entendre aussi ces témoignages citoyens, c'est une autre composante qui fait très plaisir et qui donne également beaucoup d'espoir. Personnellement, mon engagement militant s'est fait sur le fait de rapprocher la thématique sociale de la thématique écologique. Je porte aujourd'hui un projet qui s'appelle l'écosocialisme au sein du parti de gauche, et donc évidemment ce début d'union entre le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts me paraît aller dans le bon sens. Et pourtant, le fait de se retrouver ici ce soir et dans d'autres lieux où il y a également ce type de rassemblement citoyen avec le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts n'allait pas forcément de soi au départ, et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'y avons pas été aidés. Parce qu'en face, il faut quand même dire qu'ils nous ont tout fait. La première chose, c'est que pour ces élections départementales, il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans le flou le plus total, puisque nous sommes en campagne, à quelques jours d'élection, pour un département dont on ne connaît pas encore quelles seront les compétences, puisque la loi qui doit les définir est encore en cours de discussion. Par rapport à ça, je pense que pour quand même essayer de motiver un maximum les citoyens pour aller voter, moi j'ai durant cette campagne aussi beaucoup tourné et utilisé deux arguments qui me paraissent être malgré tout des points positifs qu'on peut mettre en avant. Le premier, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que ce scrutin va enfin être paritaire et que nous aurons donc, quoi qu'il arrive, au moins autant de femmes que d'hommes dans ces assemblées départementales, ce qui me paraît déjà être un progrès en soi. La deuxième chose, par rapport à la question des compétences départementales, c'est que moi j'ai pris l'habitude de dire que qui peut le plus peut le moins. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les départements n'auront pas plus de compétences avec la prochaine loi, éventuellement ils en auront un petit peu moins, mais ils n'en auront pas plus. Donc tous les candidats qui ont porté un programme sur le champ des compétences actuelles, et c'est le cas évidemment des candidats de nos listes, eh bien seront en capacité, a fortiori, de faire sur moins de compétences à l'avenir. Ça, c'est la première difficulté qui a été mise sur notre chemin. La deuxième, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes au gouvernement, voire dans certains de nos partis, qui alimentent le jeu de la division. Vous savez que dès que vous commencez à avoir de l'unité quelque part, certains se plaisent à essayer d'enfoncer des coins et à diviser pour mieux régner. C'est ainsi que nous avons vu éclore tout d'un coup un débat sur le thème « Europe Écologie Les Verts doit-il retourner au gouvernement ?» Comme par hasard, en pleine campagne pour les élections départementales, en plein début de rapprochement entre le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. On était avec Julien sur Sud Radio mercredi dernier pour en débattre, et puis 2 jours après, on a vu des sondages sortir disant que 92% des militants d'Europe Écologie Les Verts étaient favorables à un retour au gouvernement. Je tiens à témoigner de manière très solennelle et très forte ici ce soir que je n'ai pas rencontré ces 92% de militants durant ces dernières semaines, que je n'en connais pas beaucoup, et surtout que franchement, les débats qui aujourd'hui animent nos concitoyens et cette campagne sont très
très loin de ce type de débat. Je crois que ce qui les intéresse, c'est de savoir quel type de réponse on est en capacité d'apporter aux problèmes de logement, de santé, de disparition des services publics en zone rurale, et pas de savoir si un tel ou une telle ira finalement à la soupe dans le prochain gouvernement. Donc, ça c'était pour la deuxième embûche. Troisième embûche, plus habituelle celle-là, puisqu'elle revient désormais à chaque élection, mais cette fois-ci elle a été portée par le Premier ministre lui-même. L'embûche du vote utile, ça a été évoqué tout à l'heure, et de la menace du Front National. Je voudrais dire par rapport à ça deux choses. D'abord que si les médias dominants cessaient un petit peu la technique de la prophétie autoréalisatrice, parce que, évidemment, à force de répéter que le Front National va être en tête, de le répéter sur tous les tons, à la radio, à la télévision, ils finissent finalement par porter une petite musique qui laisse sous-entendre que finalement voter Front National, non seulement c'est acceptable, mais finalement c'est même normal, puisqu'en votant Front National, vous votez comme la majorité des Français. Et puis surtout, venant du Premier ministre et du gouvernement actuel, je le dis là aussi, ne vous laissez pas intimider par ce type de discours. Il y a une inversion de charge qui est en train de se faire, hein, qui est absolument insupportable et qu'il faut déconstruire et décrypter et contre-argumenter quand on la rencontre. Ne nous excusons pas de porter les idées que nous portons aujourd'hui, qui sont les seules qui permettent d'entrevoir précisément un espoir et une alternative en termes de vote contestataire qui n'aille pas vers l'extrême droite et vers le Front National. Replaçons les responsabilités là où elles sont. Nous ne sommes pas ceux qui, depuis qu'ils sont au gouvernement, ont laissé le chômage exploser, ont poursuivi les politiques d'austérité, de réduction des investissements publics qui avaient été entamés sous Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes pas ceux qui font les cadeaux fiscaux de crédit impôt compétitivité emploi, etc., sans aucune contrepartie ni sociale ni environnementale dont parlait Julien tout à l'heure. Nous ne sommes pas ceux qui, au gouvernement, alimente le désespoir, la précarité et la misère dans laquelle s'enfonce le pays. Donc remettons là aussi les responsabilités là où elles sont. Quatrième embûche. Cette fois-ci, ça vient du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur aime bien les cases, mais il aime bien les cases qui l'arrangent. Donc, partout où nous avons des candidatures soutenues par cette alliance entre le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts, eh ben, ils n'avaient pas la bonne case qui correspondait. Donc nos listes sont classées, un coup Union de la gauche, un coup Divers gauche, mais il n'y a pas de case permettant de reconnaître cette nouvelle dynamique. Donc nous savons d'ores et déjà que quoi qu'il arrive, dimanche soir, les premiers résultats, donc les seuls en réalité qui seront médiatisés, publicisés, commentés, analysés et disséqués, seront des résultats qui ne prendront pas en compte les scores des listes d'unité Front de gauche, Europe Écologie Les Verts. Alors évidemment, nous allons avoir notre propre comptabilité de ces résultats, mais vous imaginez bien qu'on n'a pas tout à fait les mêmes moyens que le ministère de l'Intérieur et que donc les nôtres arriveront un petit peu plus tard. Ça ne nous empêchera pas de les communiquer, d'ailleurs on compte sur vous tous pour les faire connaître. Mais évidemment, le premier résultat dimanche soir, là encore, renforcera l'idée que le Front National est le grand gagnant de ces élections. Enfin, dernière embûche dont je voulais vous parler, c'est cette espèce d'injonction de ne surtout pas parler de politique nationale durant cette campagne des élections départementales. Nous, on a une candidate dans la Drôme qui a été invitée, elle a de la chance, sur le plateau de France 3. Tout le monde n'a pas cette chance puisqu'il y a eu dans ce département un débat hier où visiblement le Front de gauche n'était pas invité. Donc nous, elle a été invitée, mais par contre les journalistes lui ont interdit de parler de politique nationale. Bon, c'est une candidate Front de gauche, elle a la tête dure, donc elle en a parlé quand même. Je voudrais juste rappeler à ce titre-là aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de carte postale et des salariés en lutte de carte postale. On pourrait prendre plein d'autres exemples, il y en a quelques-uns qui ont été évoqués ici, de lutte locale pour des services publics, contre des fermetures de maternités de proximité, toutes ces luttes pour la poste, etc. Signalons quand même que ces luttes très
très concrètes, très locales, très inscrites sur les départements, sont des conséquences directes des politiques nationales, sont des conséquences directes de la manière de se plier à l'injonction de l'Union européenne de réduire les déficits publics. Et fatalement, quand on voit la baisse des dotations de l'État vers les collectivités territoriales, et ben, au bout d'un moment, ça se ressent aussi dans les politiques publiques qui sont mises en œuvre au niveau des régions et des départements notamment. Cette politique d'austérité, ça a déjà été dit, je ne vais pas aller beaucoup plus longuement sur le sujet, mais il est évident que ces soi-disant économies sont en réalité des économies peut-être à court terme, mais à long terme des économies qui risquent en revanche de nous coûter au contraire extrêmement cher. Voilà, c'est quelques exemples juste pour nous faire mesurer le chemin parcouru et tout ce qui a été mis en œuvre pour nous empêcher d'exister. Et pourtant, nous sommes là, dans cette salle, mais aussi en dehors de cette salle, dans beaucoup d'endroits, plus que jamais. Il y a 37 départements et 400 cantons où nous avons des listes de rassemblements citoyens soutenus par Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts, comme ici à Mâcon. À Drôme, nous avons aussi un accord départemental qui a permis de faire en sorte que sur l'ensemble des candidats, on ait en gros un tiers de citoyens non encartés, un tiers de Front de Gauche, un tiers d'Europe Écologie Les Verts, tous les âges confondus, tous les types de métiers. On a des salariés du privé, on a des entrepreneurs, des dirigeants de PME, des fonctionnaires, des retraités, des étudiants sur ces listes. Et je peux vous assurer que moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la Drôme frémir de cette manière à l'approche d'une élection. Ce qui m'a beaucoup marqué également, c'est que ce tiers de candidats non encartés, pour beaucoup, témoignent dans les réunions publiques qu'on fait ou dans les rencontres, que s'ils se sont engagés cette fois-ci, s'ils ont franchi le cap d'être candidats, c'est précisément parce que nous étions alliés. Ils nous ont tous dit, ça aurait été des listes Front de Gauche, on n'y serait pas allé, ça aurait été des listes Europe Écologie Les Verts, on n'y serait pas allé. Mais là, le fait que ce soit des listes Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts, ça nous permet d'y aller de manière beaucoup plus facile et avec évidemment une autre dynamique. Et je crois que tout ce qu'on dit sur la réappropriation citoyenne de la politique, elle passe évidemment par le fait de ramener des abstentionnistes aux urnes, mais elle passe aussi par le fait que des citoyens non encartés soient candidats. Et je crois qu'à ce titre, les témoignages tout à l'heure étaient voilà, très forts, parce que je pense que finalement, c'est peut-être par là que ça va commencer. Plus que par le vote, ça va peut-être être par les candidatures. Et je crois que les candidatures amèneront les votes, parce que c'est quand même plus facile de voter pour des gens qui vous ressemblent, qui parlent le même langage, qui mènent le même type de vie et qui vous comprennent. Alors évidemment, je dis tout ça, on est à quelques jours des élections, on est aussi là pour se tenir chaud, se motiver et mettre la lumière sur les éléments positifs. Il y a un frémissement, c'est toujours très compliqué de déterminer si ces frémissements vont se traduire dans les urnes. Mais en tout cas, au-delà du fait que je vous souhaite évidemment les scores les plus hauts possibles et le plus fort nombre d'élus, je voudrais quand même qu'on ancre en nous l'idée que ce qu'on est en train de construire là, et ça aussi a été dit tout à l'heure, va au-delà du 22 et du 29 mars. Je crois qu'il y a un début de dynamique et que quels que soient les résultats électoraux de dimanche soir, il ne faut pas que ce début de dynamique s'arrête. Il faut qu'il puisse continuer pour les prochaines élections, mais pas seulement, parce que c'est un travail de fourmi que nous faisons. Je crois que tous ceux qui se sont engagés en politique se sont très vite rendus compte que ce n'était pas un chemin semé de roses, qu'il n'y avait pas de raccourci, ni de baguette magique, qu'il y a des hauts et des bas, que c'est parfois ingrat, parfois aussi très réjouissant et jubilatoire, mais qu'en tout état de cause, les choses ne se font pas d'un coup, d'un seul. Et je crois que ce travail de fourmi est peut-être enfin en train de payer et qu'il faut donc évidemment le continuer et l'amplifier. Ça passe par
les élections, évidemment c'est d'actualité, mais aussi par les luttes, par le soutien aux luttes, qu'elles soient sur le terrain social ou qu'elles soient sur le terrain environnemental. Ça a été évoqué déjà largement avec le barrage de Sivens dans le Tarn, avec le Center Parcs ici. Nous on a le nôtre aussi dans l'Isère, à Roibon, avec exactement les mêmes caractéristiques. Donc les élections, bien sûr, en termes de prise de pouvoir, les luttes pour augmenter le rapport de force qui nous permet justement de proposer ensuite un débouché politique, et puis le projet. Je crois que beaucoup de nos partis ont passé beaucoup de temps ces derniers mois, voire ces dernières années, sur des aspects tactiques et stratégiques qui étaient certainement nécessaires. Moi, je vais vous dire, rien que pour ça, j'ai envie que cette union, elle se solidifie, ne serait-ce que pour qu'on puisse parler d'autre chose que de stratégie d'alliance et de tactique de parti politique, et qu'on en revienne au projet, au contenu, au fond, et à l'alternative qu'on propose. Une alternative à la fois écologique et sociale, qui, à mon avis, ne passe que par un positionnement très clairement anticapitaliste, puisque c'est bien ce système capitaliste aujourd'hui qui est à l'origine de l'exploitation à la fois des personnes humaines, mais aussi des ressources naturelles. Et puis, qu'on avance sur ce projet de bien vivre, un projet qui doit prendre en compte le fait que la croissance ne reviendra pas, en tout cas pas sous la forme qu'on a connue, et qu'il est possible de faire autrement, parce que ça a été dit à plusieurs reprises ce soir, les richesses, elles existent aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, c'est de mieux les répartir, et cela peut se faire de multiples manières, à commencer par évidemment une très grande réforme fiscale, par d'autres indicateurs aussi de progrès humain qui ne soit pas le PIB, dont on sait aujourd'hui qu'il ne correspond absolument à rien en termes de progrès humain, de bien-être et de bien-vivre, malgré toutes les tentatives d'ailleurs pour augmenter ce PIB, il continue à ne pas augmenter. La dernière tentative en date, c'est quand même le Royaume-Uni qui a intégré les chiffres de la prostitution et de la drogue dans son produit intérieur brut pour essayer désespérément de grappiller quelques dixièmes de pourcentage de croissance. Vous voyez à quoi on en est rendu avec ce mythe de la croissance. Mieux répartir les richesses, donc, ça a été dit. Je crois que sur ces questions-là, nous avons aujourd'hui, les uns et les autres, déjà beaucoup réfléchi en termes de projets, en termes de mesures programmatiques, en termes de chiffrage également. Nous, ça fait maintenant 3 ans au Parti de gauche qu'on fait un exercice de contre-budget tous les ans pour montrer qu'il est possible d'équilibrer autrement le budget de l'État, non pas en réduisant les dépenses publiques, mais en faisant rentrer plus de recettes. C'est ce qui a été dit notamment sur la fraude fiscale. Mais c'est le fait, par exemple, de mettre en place un revenu maximum autorisé également, que nous avions déjà porté en 2012 et qui est une des propositions communes, d'ailleurs, avec Europe Écologie Les Verts, de supprimer les niches fiscales. Les niches fiscales, par exemple, qui n'ont aucune utilité sociale et qui sont nuisibles d'un point de vue environnemental. Rien que ça, c'est 42 milliards d'euros par an que nous pourrions faire rentrer dans le budget de l'État, voilà, qui permettrait d'investir dans le report modal, dans le transport de marchandises par le rail, dans l'accompagnement à la conversion vers l'agriculture biologique et tout ce que nous portons en commun sur la question de la transition écologique de la société. Voilà, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. On a le projet, on a un programme chiffré, réaliste, comme le disait Julien tout à l'heure. Je crois que nous sommes aujourd'hui beaucoup plus réalistes sur la situation et sur les années à venir que ceux d'en face. Nous en avons la volonté politique. Maintenant, nous en avons la force que nous donne cette unité pour aller vers une dynamique qui puisse réellement changer les choses. Au niveau du département, il y a plein de choses à faire. Ça a été dit aussi tout à l'heure, le département a encore énormément de compétences, que ce soit d'un point de vue social avec le RSA, la petite enfance, les collèges, les routes, peut-être plus pour très longtemps puisque nous allons peut-être les récupérer au niveau de la région, un certain nombre en tout cas. Mais on voit qu'il y a encore énormément de compétences. Sur toutes ces compétences, il faut absolument mettre en place
un système de critérisation sociale et environnementale. Julien l'a très bien expliqué tout à l'heure, on ne peut pas continuer à avoir une telle utilisation de l'argent public. Je crois que ce qui aujourd'hui crée le plus grand fossé entre les citoyens et la classe politique, ce sont aussi les affaires Cahuzac et compagnie. Je crois que les Français n'en peuvent plus de se démener pour gagner de l'argent, pour payer des impôts et ensuite ne pas en voir le résultat autrement que par ce type de scandale. Je crois que cela n'est plus possible, ce n'est plus accepté par personne et que un des angles majeurs de cette campagne et des campagnes à venir sera la transparence, à la fois démocratique et en termes de critères sur la manière dont est utilisé cet argent public. Voilà, je vais aller vers ma conclusion, simplement pour vous dire que cette participation citoyenne dont tout le monde parle beaucoup en ce moment, elle passe aussi par le vote. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui, finalement, dévaloriseraient ou dénigreraient les élections. Je pense que les élections, c'est ce qu'on a inventé de mieux en matière de démocratie. Ne serait-ce que pour une simple et bonne raison, c'est que le jour du vote, c'est à peu près le seul jour où toutes les voix valent 1. Que vous soyez jeune, vieux, malade, en bonne santé, chômeur ou en activité, patron d'entreprise ou au RMI, et ben, votre voix, elle vaut de la même manière. Et rien que pour ça, il faut exercer ce droit de vote. Et moi, je sais que même sur des élections où j'étais candidate, j'ai parfois dit aux gens, même s'ils voulaient d'aller voter blanc, mais d'aller voter, quoi. Et je crois que c'est extrêmement important de ne pas être timide non plus sur cette revendication du droit de vote. Alors évidemment que les gens sont en colère. Ils ont d'ailleurs toute la légitimité pour l'être, très honnêtement. C'est cette colère qui a été d'ailleurs le moteur de l'engagement politique de beaucoup d'entre nous, je pense, que nous soyons militants ou élus. Cette colère, on est donc en capacité de la reconnaître, de l'entendre, de la reformuler pour essayer de la transformer en alternative. Je crois que cette colère, c'est à nous de la faire fleurir. Et puis, puisque c'est le soir des cadeaux et du printemps qui est à nous, eh bien, je voudrais moi aussi vous faire un cadeau. C'est un poème de Pablo Neruda, que je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il est très long, mais juste vous en lire le début. Voici venir l'arbre. C'est l'arbre de l'orage, l'arbre du peuple. Ces héros montent de la terre comme les feuilles par la sève, et le vent casse les feuillages de la multitude grondante. Alors la semence du pain retombe dans le sillon. Voici venir l'arbre. C'est l'arbre nourri des cadavres nus, des morts fouettés et estropiés, des morts au visage troublant, empalés au bout d'une lance, recroquevillés dans les flammes, décapités à coups de hache, écartelés par les chevaux ou crucifiés dans les églises. Mais voici venir l'arbre. C'est l'arbre dont les racines sont vivantes. Il a pris l'engrais du martyr, ses racines ont bu du sang. Au sol, il a puisé des larmes qui par ses branches sont montées. Parsème son architecture, elles furent fleurs, quelquefois invisibles, fleurs enterrées, d'autres fois, elles allumèrent leurs pétales comme des planètes. Allumons nos pétales. Merci.